L'univers d'un des plus grands groupes de rap américains dans un documentaire, des photos pour sensibiliser au réchauffement climatique et le retour du manga One Piece. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec un chapitre mythique de l'histoire du rap, celui écrit par le Wu-Tang Clan, l'un des groupes les plus emblématiques du hip-hop new-yorkais des années 90. Un documentaire sort cette semaine en France et raconte l'univers unique du Wu-Tang, filmant notamment la préparation de leur concert événement pour fêter leurs 30 ans de carrière. L'occasion d'une rencontre avec Reza, leader du groupe, aux côtés du réalisateur du documentaire. Ils répondent aux questions d'Olivia Salazar-Winsper. Écoutez, écoutez. You would always win the fight. Bang, bang. Tank forever, baby. Hey, Rock, make some noise. Gérald, Reza, bonjour. Ce film raconte un moment historique pour le groupe. En 2021, Wu-Tang se produit devant 10 000 personnes avec l'orchestre symphonique du Colorado à Red Rocks Park, un endroit incroyable. Comment l'avez-vous vécu, Reza? Travailler avec des musiciens, le monde de la musique classique, un chef d'orchestre? Ça a été une expérience vraiment enrichissante, à la fois excitante et pleine de joie. C'était difficile au début, bien sûr, mais le résultat nous a émerveillés. Dès le départ, nous savions qu'il fallait l'immortaliser. Et maintenant, des spectateurs du monde entier pourront ressentir la même joie et la même satisfaction que nous avons ressentie ce soir-là. Justement, Gérald, immortaliser ce concert a été un sacré défi. Il fallait retranscrire l'atmosphère du lieu. Lorsque vous avez préparé le documentaire, comment imaginiez-vous cela visuellement et émotionnellement ? Honnêtement, ce lieu a déjà sa propre identité visuelle. Il suffit simplement de la suivre. Je savais que la meilleure façon de la retranscrire était de filmer sous différents angles, donc la cinématographie était très importante. Et je suis heureux que nous ayons pu immortaliser tous ces moments. Ensuite, il ne nous restait plus qu'à y intégrer l'histoire. Pour le côté défi artistique, je voulais absolument la caméra du Super Bowl. Vous savez, la caméra suspendue sur un grand câble. Il me disait, je ne pense pas qu'on puisse avoir ça. Mais t'y es arrivé. Ouais, on a eu un bon deal. Bridge between an orchestra and hip-hop music, it isn't so far-fetched. The humanity and the brotherhood of Wu-Tang, which we represent, all coming together, so we're unifying. Every MC has a different style. That's Wu-Tang Clan. Words can't describe it. You have to experience it. Wu-Tang is for the people. Whether you speak Spanish, Latin, French, whatever, music is the universal language. On voit dans ce documentaire que le public du Wu-Tang est vraiment varié. J'ai vu des gens qui sont nés bien après la sortie de votre premier album, 36 Chambers. Avec le recul, on peut dire que cet album a changé l'histoire du hip-hop. Pourquoi, selon vous ? Vous savez, je n'ai pas la vraie réponse. Mais je peux dire que cet album a su parler à la jeunesse. Et tout le monde vit sa jeunesse au moins une fois. Je pense donc que les gens qui ont connu l'album à l'époque ont grandi avec lui. Mais quand la génération suivante l'écoute, il y a quelque chose pour eux aussi. Le premier baiser, le premier amour, le premier problème, la première cigarette, le premier verre. Toutes ces choses vont arriver et dans cet album, on entend tout ça. On entend par exemple quand Inspectah Deck dit « Ça fait 22 et longues difficiles années et je me bats encore ». Et Gérald, vous suivez le groupe depuis ses débuts à Staten Island. Le Wu-Tang Clan a vraiment rassemblé les gens, peut-être même des personnes qui ne fréquentaient pas les mêmes cercles. Comment vous l'expliquez ? Eh bien, nous partagions tous quelque chose en commun parce que nous avons traversé les mêmes épreuves. Cette réalité nous a rendus humbles. C'est quelque chose d'unique et comme vous l'avez dit, on se comprend. On a tous ce même vécu et c'est ça le lien qui nous unit. Et je pense que c'est aussi parce qu'on a réussi à capter le son, l'ambiance et la musique de New York. Et elle nous rassemble tous. The Wu is the way. The Tang, that's the slang in it.
Et au cours des 30 dernières années, beaucoup de vos morceaux sont devenus des classiques pour des millions de personnes. Mais je dois admettre qu'il y a un album que je ne connais pas vraiment, Once Upon a Time in Shaolin. Cet album a été produit en un seul exemplaire. Je crois que vous avez supprimé les masters. L'album a été vendu aux enchères pour 2 millions de dollars à un entrepreneur pharmaceutique. Martin Shkreli en 2016. Ensuite, il a eu des problèmes avec la justice et l'album a été saisi par un juge. Il est maintenant détenu par un collectif. Seules quelques personnes l'ont entendu. Vous aviez dit à l'époque que vous vouliez lancer un débat sur la valeur de la musique, la valeur de l'art. Oui, je pense qu'on était arrivé à un point où l'on considérait la musique pour acquise. On était prêt à payer 600, voire 1000 dollars pour un smartphone, mais pas $1 pour de la musique. Alors qu'on utilise ce même téléphone pour écouter cette musique. J'ai eu l'impression qu'on avait oublié l'essence de ce que l'artiste nous offre. Alors l'idée, c'était de dire, et si on rendait ça hors de portée ? Mais l'intention a toujours été de redonner de la valeur à la musique. La musique, c'est la vie, et je reste persuadé que cet album sera un jour offert au public. Here's the story that must be told. Red Rock, make some noise! Hell with the flavor, tear around the jam like troops in Pakistan, swinging through your town like a neighborhood. Yeah, so tick-tock, keep ticking. I get you flipping up this shit that I'm kicking. The Lone Ranger. Parlons de musique française, de rap français. Est-ce que ça vous intéresse? Quelles sont vos références en la matière? Moi, je m'intéresse au rap français depuis des années, depuis 1995 ou quelque chose comme ça. Je parle d'IAM et d'Arsenic. J'adore les artistes français. J'ai toujours été connecté au rap en général. IAM, Arsenic, Sayan Supakru, et maintenant, bien sûr, aux nouveaux artistes aussi. Le rap français a toujours eu un rythme, un flow dans le hip-hop qui fonctionne très bien. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Bien avant que d'autres pays trouvent leur rythme en rap, la France avait déjà trouvé son flow. Et l'un des premiers morceaux de hip-hop que j'avais sur mes platines en tant que DJ, avant même d'avoir enregistré un disque, c'était une chanson de Fab Five Freddy, intitulée Change the Beat, qui réunit Fab Five Freddy et un artiste français. Je passe mon temps à faire jouer des vidéos. Je fais de rap à river, quand je suis Marlowe, to the beat. Alors, peut-on s'attendre à vous revoir ici pour des collaborations? Oui, je pense que pour mes prochaines musiques et ce genre de projet, il y aura certainement des influences françaises et new-yorkaises. On a hâte de les écouter. Merci beaucoup. On passe à un événement qui associe art et environnement, la Biennale Photoclimat ici à Paris pour sa 3e édition. Elle investit jusqu'au 12 octobre la place de la Concorde, les quais de Seine ou encore la place Saint-Sulpice. Gratuit et en plein air, ce festival de photographie donne de la visibilité à des ONG et à des fondations qui œuvrent pour le climat aux 4 coins du monde. Antonia Kerrigan et Natacha Vesnitch nous en disent plus. Les photos plongent les visiteurs dans l'intimité des chambres d'enfants, regard sans concession sur les inégalités de notre monde. On y voit aussi le quotidien de personnes âgées en France confrontées à l'isolement. Du photojournalisme, mais aussi des constructions monumentales, avec en point d'orgue les couleurs éclatantes de l'artiste ghanéen Prince Ghazi. Florence Delacé, cofondatrice de cette biennale, a parcouru le monde, documentant la relation des femmes à l'environnement. Parmi ces sujets, des femmes colombiennes récupératrices de déchets. Ce sont des femmes qui travaillent dans la rue, qui sont seules, donc elles ne sont pas fédérées, elles sont vraiment toutes seules. Et donc en fait cette association va essayer de les regrouper, de les aider à avoir un statut administratif, être reconnues. Et donc elles militent aussi pour le tri des déchets. Les ONG WECF et Enda Colombia l'ont introduite dans cette communauté où, malgré des conditions de travail difficiles, l'humour et la malice trouvent leur place.
Les 45 artistes exposés ont tous collaboré avec des ONG et des associations, une façon pour eux de donner de la visibilité à leur indispensable travail. Cette année, il y a une crise extrêmement importante avec des diminutions des budgets des associations humanitaires, quasiment de moitié avec la dissolution de l'USAID aux États-Unis et la baisse des fonds publics en Europe. Ces associations, elles ont besoin de visibilité sur la nouvelle génération, d'avoir des nouveaux bénévoles et des nouveaux donateurs. Avec des photos disséminées ici et là dans Paris, la plupart des visiteurs découvrent cette exposition par hasard, qu'il s'agisse de portraits, d'hommages à la beauté de la nature ou encore de scènes dystopiques sur la destruction de notre planète. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec un événement sur la planète manga, le 110e tome de One Piece, ou la suite des aventures du jeune Luffy à la recherche d'un mystérieux trésor dans le but de devenir le roi des pirates. Cette saga phénomène lancée en 1997 au Japon s'est déjà écoulée à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à très vite.